Vous écoutez 100% Nature sur Radio Aléo. Avant d'être une ferme, Terre de Rêve est avant tout l'idéal de vie mûrement réfléchi d'une famille, bien décidée à vivre en harmonie parfaite avec la nature. Installés à Montpréval dans l'Ain, les fermiers ont touché à de nombreuses disciplines avant de se vouer à cette vocation. Géobiologie, bien-être animal, chamanisme, sport de haut niveau, artisanat ou encore management. Autant d'expériences, de savoir-faire et de savoir-vivre qui contribuent aujourd'hui au développement d'un lieu original qui s'imagine même à terme en autosuffisance alimentaire et énergétique. Nous aurons l'occasion de dédier plusieurs épisodes à ces passionnés, lauréats du trophée de l'agriculture biologique en juin 2019 et qui aiment sensibiliser à leur art de vivre. Aujourd'hui, zoom sur la vie de leurs brebis qui leur permettent notamment de commercialiser fromage et yaourt bio. Et pour tout savoir, j'ai le plaisir d'accueillir par téléphone Madeleine Rodiger et Olivier Monet. Bonjour. Eh bien, bonjour. Alors Madeleine, aujourd'hui on parle de vos brebis. Vous avez un troupeau de 90 brebis de race Lacaune. Elles vous permettent de produire du lait et du fromage. Vous pouvez nous expliquer pourquoi vous avez choisi d'élever des brebis et en particulier cette race ? Au niveau des brebis, effectivement, on souhaitait travailler avec des petits ruminants. Il faut savoir qu'au niveau du département de l'Ain, les chèvres sont très 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 présentes et donc on a décidé de partir sur un travail en lien avec les brebis qui sont où on est peu de paysans effectivement dans le département de l'Ain à travailler et à élever des brebis. Voilà. Alors après, pourquoi les Lacaunes ? Effectivement, il faut savoir que les brebis ne produisent pas beaucoup de lait et donc il fallait quand même qu'on parte pas trop bancal du départ et on a choisi de partir avec des brebis Lacaune qui est la race propre pour le lait. Tête longue et fine ou encore oreille à l'horizontale, quelles sont les particularités morphologiques de ces brebis ? La brebis Lacaune est en règle générale blanche. À de rares exceptions, on arrive à avoir des brebis toutes noires. Mais donc en général elles sont blanches, elles ont une tête très fine effectivement et surtout elles n'ont pas de cornes, ce qui est quand même assez pratique quand on fait un peu de manutention avec les animaux. Puis on va dire que c'est des brebis qui sont quand même assez lourdes puisqu'elles font entre 70 et 80 kg, jusqu'à 100 kg pour les béliers. Et puis on a une espérance de vie sur ces brebis qui sont environ de 10 à 12 ans. Voilà. Actuellement vous avez un troupeau de 90 brebis, c'est le chiffre idéal pour vous ? Ou vous souhaitez un nombre plus important de brebis à terme ? Alors en fait sur la ferme, on a une centaine de brebis, mais en lactation cette année on avait 60 et l'objectif c'est d'être autour de 70 pour qu'on puisse pouvoir vraiment être à deux sur la ferme. Et puis après au-delà c'est vraiment beaucoup de travail et puis on n'est pas non plus là que pour travailler. Donc 70 ça sera je pense le maximum qu'on aura. Oui. La proportion mâle-femelle à Terre de Rêve c'est quoi ? Alors en fait on a sur la ferme seulement 3 béliers sur la centaine de brebis qu'on a et donc à terme on aura je pense 4 béliers mais en fait on a que des femelles soit pour la lactation, celles qui sont en lactation et puis sinon on a les brebis de réforme qu'on ne tue pas comme dans la plupart des fermes. Nous on les garde et on est en train d'essayer de mettre en place de l'éco-pâturage donc avec soit des entreprises soit des mairies. On souhaite vraiment développer ça pour pouvoir justement garder nos brebis jusqu'au bout quoi. Madeleine, les brebis sont sans doute génétiquement adaptées à leur domestication depuis des siècles. Est-ce qu'elles ont quand même besoin d'espace, de courir, de jouer, d'interagir ? Comment ça se passe au quotidien ? Alors il faut savoir que ça reste quand même des êtres vivants et comme tout être vivant, il y a besoin quand même d'espace. Nous-mêmes, on a touché du doigt ça pendant le confinement et on peut voir effectivement dans quel état on peut se sentir quand on est cloisonné. Alors nous, on travaille effectivement sur le bien-être animal, donc on les sort au maximum dehors. Elles ont des prairies tournantes pour éviter le parasitisme. Au beau jour, au printemps, et là on est en novembre, fin novembre, on réussit encore à les sortir. Elles sont dehors au maximum, voilà. Et puis ensuite, on a quand même une bergerie où la législation impose en fait des mètres carrés minimum, mais nous, elles sont vraiment très très à l'aise en bergerie, voilà. Et puis ensuite, le jeu, l'interrelation, on est sur des animaux qui vivent en troupeau, donc il y a des codes, des jeux, et ça on le voit effectivement beaucoup sur les petits, et puis sur nos ados, nos brebis de 18 mois qui ne cessent de jouer et de gambader. Vous parliez de pâture tournante pour éviter le parasitisme, ça veut dire quoi, Madeleine ?
Et bien du coup, tous les jours, les parcs sont agrandis de manière à ce qu'il y ait toujours une partie nouvelle d'herbe pour éviter que les parasites se développent. Et on a la chance effectivement sur site d'avoir un espace suffisamment vaste pour que les brebis ne repassent pas sur le même pré tous les ans. Voilà, et repassent uniquement tous les 2 ans. Donc ça, on est en agriculture biologique, donc on évite au maximum de traiter par médicaments chimiques. Et donc ce principe de prairie tournante permet effectivement d'éviter des traitements réguliers. Quand on parle de parasites, ça va être par exemple les tiques ? Non, on va être sur des parasites intestinaux, des parasites respiratoires. Madeleine, vous avez souhaité, à Terre de Rêve, créer un lieu où animaux et humains vivraient en équilibre et en parfaite harmonie. Quelle est la place de vos brebis dans cet écosystème ? Quelles pierres mettent-elles à votre édifice général ? Alors effectivement, chaque être, quel qu'il soit, a une place dans le fonctionnement de la nature, dont nous, humains, nous faisons partie. Et nous sommes au même niveau que les animaux, ça c'est aussi important de le rappeler. Hein. Bien souvent, on se considère au-dessus, mais chez nous, en tout cas à Terre de Rêve, les animaux et nous sommes sur le même plan. Et les brebis donc font partie effectivement de notre lieu. Elles ont une place qui est importante aujourd'hui puisqu'elles sont quand même nombreuses. Alors, elles participent effectivement à l'entretien des haies. Elles débroussaillent. Elles participent aussi à l'entretien des prés par rapport notamment à une plante, par exemple, qui est toxique pour tous les animaux sauf les brebis, qui est l'ambroisie. Donc, c'est une plante allergisante et seules les brebis la mangent. Voilà. Donc, c'est vrai que souvent, les troupeaux sont appelés sur des lieux, alors pas les nôtres, hein, mais dans d'autres régions, pour éradiquer cette plante sur les prés. On est sur des animaux qui ne touchent pas non plus aux écorces des arbres, donc qui vont avoir une action vraiment de nettoyage des pieds des arbres et notamment des fruitiers. La laine va être utilisée par rapport à l'isolation de nos bâtiments, puis plus tard sur une transformation de la laine en pelote par exemple, hein, ou pour des matelas ou des coussins, des rembourrages. Le petit lait, hein, qui est issu donc de la transformation laitière, sert aussi à nourrir les cochons. Voilà, les cochons de la ferme. Et puis le fumier, donc issu de l'herbe paillée, hein, en bergerie, 3 fois par an, on cure la bergerie et donc ce fumier va être transformé en compost. Et ce compost est épandu effectivement sur les terrains où on va planter les céréales pour les brebis, sur les légumes aussi de notre maraîcher, sur les plantes aromatiques et médicinales. Donc elles ont aussi une action d'enrichissement du sol et aussi par rapport aux excréments qu'elles émettent sur les parcelles. Olivier, votre ferme dispose de 40 hectares de terrain. Combien sont dédiés à ces brebis ? Alors la quasi-totalité des 40 hectares sont pour les brebis. On a en fait sur la ferme 5 hectares de céréales et 35 hectares de pâture. Donc ça nous permet, comme l'expliquait Madeleine, d'avoir vraiment des pâturages tournants et donc de ne pas les laisser trop longtemps sur les mêmes parcelles. Les 5 hectares de céréales servent également pour les brebis. Et après, on a quand même notre seigneur, un comptoir qu'on fait tourner aussi sur les prés. Mais c'est vrai que la quasi-totalité des 40 hectares sont pour les brebis. Madeleine, en Saône-et-Loire, la prédation d'un loup a fait grand débat ces derniers temps. Il vient d'ailleurs d'être abattu. Est-ce que vous protégez vos brebis contre les loups et autres prédateurs ? Comment ça se passe à Terre de Rêve ? Alors effectivement, le prédateur qu'on peut craindre ici chez nous, ce sont plus les chiens errants. On n'est quand même pas en lien direct avec le loup, même si on est proche du Bugey. Les lynx aussi sont présents. Donc pour le moment, on n'est pas touché par cette problématique en plaine. Après, il n'empêche qu'on a quand même on a un chien de protection et puis on a un deuxième à terme. Mais cette question du loup, elle reste délicate étant donné que pour le moment, on n'y a pas été confronté. Chien de protection, c'est quelle race chez vous ? Alors, on est resté sur un patou, un chien montagne des Pyrénées. Voilà. Qui a besoin d'une éducation en particulier, j'imagine, ça demande vraiment un dressage adéquat. Alors oui, ça demande un dressage adéquat et pour le moment, notre chien nous défend nous plutôt que le troupeau. C'est pour ça qu'à terme, effectivement, on mettra un chien avec le troupeau. Voilà. Donc son troupeau, c'est nous. Madeleine, vous êtes plutôt pour l'abattage systématique des grands prédateurs ou est-ce que vous pensez qu'une cohabitation est possible entre élevage et loup, entre élevage et grands prédateurs ? Comme on l'a dit tout à l'heure, on n'a pas été confronté à des attaques. Par contre, ce qui peut être souligné, c'est que l'expérimentation de l'extermination d'une espèce, elle a déjà été menée par peur, etc. Et on se rend compte aujourd'hui que le loup est présent, donc c'est pas la bonne méthode. Voilà, donc ça, il faut vraiment que l'homme puisse mener sa réflexion jusqu'au bout et essayer de trouver pour l'avenir et pour maintenant une manière de fonctionner avec le loup. Parce que si le loup attaque, c'est comme nous, c'est qu'à un moment donné,
manger, il a faim. Et chaque animal, quel qu'il soit, son objectif, c'est de manger. Voilà. Donc, comment on peut faire pour fonctionner tous ensemble? Éradiquer une espèce, c'est pas la solution. Et en même temps, qui nous sommes, nous, en tant qu'êtres humains, pour décider quelle espèce on doit éradiquer? La preuve étant que le loup est là, bien présent, et que cette technique ne fonctionne pas. Olivier, le bien-être animal est au centre du concept de votre ferme. Bien souvent dans les élevages, les reproductions sont calculées, maîtrisées par l'homme. Les jeunes sont retirés très tôt de leur mère. Comment ça se passe chez vous à Terre de Rêve ? La reproduction, et ça a été effectivement un des problèmes, on va dire, qu'on a rencontrés nous, puisque pour avoir la lactation, il faut faire des agneaux. Et les agneaux, on ne les garde pas sur la ferme, puisqu'on ne garde qu'une quinzaine de brebis de renouvellement et qu'on a environ une centaine de naissances. Donc ce problème-là est pour l'instant quelque chose qui nous cause du souci. En ce qui concerne les agneaux, on les laisse de toute façon 1 mois sous les mers, parce que de toute façon les enlever tout de suite et c'est un peu idiot, il y a le colostrum et ils ont besoin de ça pour plus tard. Et puis ensuite, pour leur bien-être et pour le bien-être des mères, il faut laisser les agneaux au moins 1 mois. Nous, c'est ce qu'on fait. Et nos agnelles de renouvellement, on peut les laisser même jusqu'à 4 mois sous les mers. On surveille juste qu'elles abîment pas trop les trayons des brebis, mais c'est également quelque chose qu'on met en place et qu'on maintient et qu'on voit, ça fonctionne. Tout le monde est beaucoup plus heureux. Vous faites attention à la consanguinité pour la reproduction ? Oui, bien sûr, les béliers sont changés tous les 2 ans pour éviter justement ce genre de problème. Une centaine d'agneaux chaque année, c'est ça ? Oui. Naissent dans votre ferme. Ils sont destinés ensuite à être consommés. Alors on a bien compris, il y en a une petite partie qui va pour le renouvellement du troupeau et les autres, ils deviennent quoi ? Alors, encore une fois, lorsqu'on a démarré, ça a été un vrai casse-tête puisque on ne souhaite pas vendre les agneaux à un maquignon, quelqu'un qui vient et qui récupère les agneaux et qui les engraisse dans un bâtiment. Donc on est en train de mettre en place avec d'autres éleveurs de proximité qui sont en bio. En fait, on leur vend les agneaux et ils font de l'engraissement certes, mais au moins ils sont à l'herbe, ils ont leur courte vie est quand même un peu plus décente qu'être entassés dans un bâtiment. Et nous, de toute façon, c'est sûr qu'on peut pas faire d'engraissement d'agneaux, c'est absolument impossible. On peut déjà même pas tuer une brebis de réforme, donc les agneaux, les petits choupinous, là, c'est pas possible. Donc voilà, la solution la moins pire qu'on a trouvée, c'est ça, et développer ce partenariat avec des collègues en bio et qui aussi sont vraiment dans le bien-être animal pour que ils puissent avoir une jolie petite vie quand même. Madeleine, vous vous attachez aux animaux, vous leur donnez des petits noms, par exemple, vous les reconnaissez ? Alors, effectivement, quand on a accueilli le troupeau, on se demandait toujours comment les éleveurs pouvaient reconnaître les animaux dans le troupeau, puisque pour nous, au départ, ils étaient tous pareils. Et puis non, ils ont chacun leurs petites caractéristiques, soit en termes d'attitude, soit une petite tache sur la jambe, soit une petite houppette. Donc, oui, les premières agnelles qu'on a vues naître, elles ont, voilà, il y a des prénoms en fonction des caractéristiques physiques ou comportementales, et puis effectivement, on les aime. Enfin, c'est vraiment... on est leur gardien et il y a un amour inconditionnel vis-à-vis du troupeau. Voilà. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne pensait pas forcément toucher. Enfin, en tout cas, dans le monde agricole, c'est quelque chose qu'on a découvert et qui était plutôt favorable. Enfin, en tout cas, de la manière dont on a accueilli et accompagné ce troupeau-là. Mais c'est vraiment chouette parce qu'il y a un partage et il y a vraiment des belles relations qui se tissent avec les animaux. Elle s'appelle comment, votre brebis préférée ? Pépette. Mais après, et alors oui, ce qu'on n'a pas dit aussi, c'est qu'on a gardé des petites brebis de compagnie. C'était des brebis qu'on a nourries au biberon, qui avaient un gabarit un petit peu petit pour prendre une vie en lactation, etc. Et donc du coup, on en a 5 et elles sont vraiment à côté de la maison. Donc on prend plaisir le matin quand on ouvre les fenêtres. Voilà, c'est les premières qu'on voit et c'est des brebis extrêmement câlines et voilà, on pouvait pas s'en séparer, donc on a inventé une nouvelle catégorie chez nous où on a notre petite brebis de compagnie. Voilà. Olivier, pendant combien de temps les brebis livrent-elles du lait après la naissance des agneaux ? Alors, donc les agneaux restent 1 mois sous les mers et ensuite on est sur une lactation pour la production de fromage de 8 mois. Donc elles restent en fait en lactation 9 mois et 3 mois de repos bien mérité. Avec un lait qui a des propriétés particulières, il me semble. Oui, c'est un des laits qui est les plus riches, en tout cas le plus riche entre la chèvre et la vache. Et donc c'est un lait qui convient aux personnes intolérantes au lactose, donc très intéressant pour elles.
Combien de litres de lait récoltez-vous dans l'année ? Alors, à peu près, parce qu'effectivement, on a réfléchi un petit peu aux chiffres. Il faut savoir que la brebis fait entre 1 litre et 1,5 litre de lait par jour. Et donc, nous, on doit être à peu près sur du 16 000 litres à l'année. Voilà, donc on est sur des chiffres assez bas. Mais comme l'a dit Olivier, on est sur un lait qui est assez facile à transformer et très riche. Et avec tout ça, on fait quoi comme fromage ? Alors, on peut faire plein de choses. On a démarré, nous, par des fromages assez simples, comme c'était pas notre métier de base. On fait des fromages, du lactique, donc des fromages frais, mi-sec. On est sur des yaourts, quelques fromages affinés. On a tenté le camembert, on a de la tome, on a fait de la brousse. La brousse, pour les Corses, c'est de la broutche, je crois. En tous les cas, c'est fait avec le petit lait de la tome. C'est un fromage qui est super nuageux et pour le coup, pas du tout riche, donc les gens apprécient beaucoup. Après, on a des petits bouchons qu'on aromatise aussi aux plantes de la ferme. Voilà, l'idée c'est que tout puisse être cueilli et sur place, enfin en tout cas qu'on fasse rentrer le moins de choses possible dans nos transformations. Et là, ce qui est intéressant l'année prochaine, c'est qu'on va essayer d'expérimenter de la présure végétale. Voilà, parce que pour faire du fromage, il faut des ferments et de la présure. Voilà, et la présure, bien souvent, c'est de la présure animale. Et malheureusement, quand on voit comment ça se passe pour les vaches, ça ne nous va pas non plus, donc on va essayer de la présure végétale. Alors, comment ça se passe pour les vaches ? Est-ce que vous pouvez préciser un petit peu pour nos auditeurs ? Oui, c'est des vaches qui sont ouvertes. On les prélève au niveau de l'estomac. C'est les molécules qui vont servir à être réintroduites dans les fromages, quels qu'ils soient. Donc là, nous, on est parti avec la présure de vache. Et du coup, en fait, c'est des vaches, elles sont vraiment dédiées à ça, quoi, à avoir des prélèvements réguliers. Et pour nous, c'est une souffrance atroce, en fait. Donc, on va essayer de faire différemment. Et donc, il va nous falloir, je pense, sur le redémarrage de la saison dans 2021, un petit temps de réadaptation, parce qu'avec la présure végétale, il faut bien tester les doses. C'est pas pareil. Voilà, il va falloir se familiariser avec ce produit-là. Et la présure végétale est faite à partir de champignons. Olivier, l'élevage demande évidemment des compétences particulières, le respect de certaines normes sanitaires et vétérinaires. Alors surtout lorsqu'on veut pratiquer une agriculture bio, éthique et durable, quelles sont les normes que vous devez respecter pour l'élevage et la production de vos fromages ? Pour l'élevage, on a un cahier des charges bio. De toute façon, on est sur les animaux le plus souvent et le plus longtemps possible dehors. On est sur une alimentation bio, évidemment, tout ce qu'on peut donner. Alors nous, aujourd'hui, on est obligé de donner des bouchons de luzerne déshydratés, donc c'est pareil, c'est des choses qui doivent être achetées en bio. Pour les agneaux, par exemple, il y avait des tolérances jusqu'à maintenant, on pouvait donner du lait en poudre non bio. Aujourd'hui, c'est terminé, on peut plus, donc ce qui fait qu'il faut absolument justement laisser les agneaux sous les mers quand on est en bio. Après, au niveau des fromages, c'est pareil, on a beaucoup plus de normes, encore plus, puisqu'on a des analyses à faire, on a des contrôles de la fromagerie, parce que on fait des fromages pour la consommation humaine, et là, ça rigole pas, donc il faut vraiment qu'on soit tip-top, ce qu'on est d'ailleurs. Vous militez pour le développement des filières courtes et respectueuses de l'environnement. Est-ce que le confinement a permis de recentrer la population sur une production plus locale ? Est-ce que vous avez observé un changement de comportement ? Alors sur le premier confinement, oui, on a trouvé qu'effectivement les gens prenaient beaucoup plus le temps de découvrir, de faire leurs courses, puisque effectivement leur seule préoccupation journalière était de savoir comment organiser leur alimentation. Donc là, on a été plutôt agréablement surpris. Et puis ensuite, à peu près pour 80% d'entre eux, au déconfinement, tout ça avait été oublié. Ils ont repris leur rythme métro, boulot, dodo, et malheureusement, ils sont retournés au supermarché. Voilà, donc et ça, on a trouvé ça aussi sur le deuxième reconfinement. Alors, on espère quand même qu'il y ait des prises de conscience, mais en tout cas, les gens ont quand même repris un rythme de la facilité. Voilà. Et pourtant, il y a beaucoup de producteurs qui ont ouvert leurs portes. Il y a beaucoup de magasins de producteurs. Il y a beaucoup de circuits courts en vrac, sans emballage, des marchés, tout ça. On verra sur la suite. On verra au printemps, effectivement, comment les gens se comportent vis-à-vis de l'alimentation, et est-ce qu'à un moment donné, ils ont retenu la leçon de manger peut-être moins, mais de manger mieux. Vous pensez innover dans l'avenir, proposer d'autres produits, notamment à base de lait de brebis ?
Alors effectivement, on est toujours dans cette recherche. On préfère axer notre travail sur la diversité plutôt que la quantité, aussi pour une question de motivation et de pas faire toujours la même chose. Donc l'année prochaine, on va tenter de nouveaux fromages, notamment de la tome à base de fleurs et de plantes. On va voir ce que ça va donner. Il y a des idées. On a tenté cette année aussi de la confiture de lait qu'on va maintenir, alors pas régulièrement, mais 2-3 fois dans la saison. Il y a eu un bon retour. Et puis, on travaillera davantage sur la transformation de la laine. Voilà, elles nous font un chouette cadeau tous les ans lors de la tonte au début d'été. Et voilà, on a pu utiliser la laine pour l'isolation. Mais maintenant, on voudrait la transformer pour la valoriser et que les gens se refamiliarisent vraiment avec la laine. Vous les tondez toutes ? Oui, elles sont toutes tondues en mai-juin, en fonction des températures. Donc mai-juin, elles sont toutes nues. Et puis ensuite, le pelage, la laine se recrée au fur et à mesure. Là, par exemple, pour les brebis qui sont dehors tout le temps, donc les brebis de réforme et nos petites brebis de compagnie, elles ont une laine qui est beaucoup plus dense et d'ailleurs beaucoup plus blanche aussi, puisqu'elles sont lavées avec la pluie. Mais on voit une nette différence quand même sur les animaux qui sont tout le temps dehors et puis les animaux qui sont rentrés. Ça fait aussi une protection pour elles pour passer l'hiver. Merci beaucoup Madeleine et Olivier d'avoir accepté notre invitation. On va se retrouver très vite pour parler des abeilles. Et puis si nos auditrices et nos auditeurs souhaitent en savoir plus sur Terre de Rêve, rendez-vous sur votre site internet www.terrederêve.fr. Merci beaucoup. Merci. C'était 100% nature sur Radio Aléo. Retrouvez cette émission sur notre site internet radioaléo.fr.